Le test d'effort en hypoxie a été mis au point dans les années 80, à une époque où de nombreux alpinistes partaient en expédition dans l'Himalaya ou dans les Andes, conquérir les sommets de plus de 8000 mètres. À cette époque, la communauté alpine s'est inquiétée du nombre important d'accidents qui survenaient, particulièrement en haute altitude, des accidents potentiellement mortels. Donc c'est à cette époque que nous avons mis au point le test d'effort en hypoxie, afin d'essayer de détecter à l'avance les personnes particulièrement sensibles aux problèmes d'altitude qu'on appelle maintenant le mal des montagnes, l'œdème pulmonaire et l'œdème cérébral. Après cette phase d'alpinisme d'élite, la haute altitude a été fréquentée par de plus en plus de randonneurs, de trekkers, de gens qui n'étaient pas particulièrement très entraînés. Donc ce test a permis également de détecter à l'avance, lors de consultations de médecine de montagne, les gens particulièrement intolérants à la haute altitude. Les sportifs de haut niveau se sont intéressés également à l'hypoxie qui va avec la haute altitude et se sont développés de nombreux stages d'entraînement qui utilisent les effets du manque d'oxygène pour essayer d'améliorer la performance au retour au niveau de la mer. Et de la même façon qu'il peut y avoir une intolérance à la haute altitude chez les randonneurs, on s'est aperçu que certains sportifs toléraient relativement mal le début de leur séjour d'entraînement en altitude. Et donc le test permet également d'évaluer la tolérance potentielle d'un sportif de haut niveau à ce genre de stage. Que ce soit pour l'alpiniste élite, le randonneur ou le sportif de haut niveau, le problème est le même. Il s'agit d'essayer de détecter à l'avance les personnes particulièrement intolérantes à la haute altitude. Pour cela, on simule en laboratoire un environnement qui recrée les conditions d'altitude et on va mesurer les réponses physiologiques d'un individu donné afin de prédire sa tolérance au manque d'oxygène. Bonjour. Bonjour. Donc, je suis Isabelle, c'est moi qui vais vous équiper pour votre test. D'accord. Vous pouvez poser vos affaires et installez-vous. J'ai d'abord tout un formulaire à vous faire remplir avant que vous ne voyiez le professeur Richalet. Alors, vous partez où ? Au Népal. Au Népal. Un trek, le grand tour des Annapurna. Est-ce que vous avez apporté avec vous le planning pour qu'on voit un petit peu les différentes phases d'ascension ? On part de Katmandou. Alors c'est important de voir en fait dans votre trekking les différentes étapes et en particulier l'altitude à laquelle vous dormez pour chaque étape. D'accord. On commence vraiment à ressentir l'altitude à partir de 3000 mètres. Donc c'est Pisang là, qui est à 3200 mètres. Ensuite, vous montez à Manang, qui est à 3005, et vous restez un jour à Manang. C'est prévu pour avoir une bonne acclimatation, en fait. La plupart des tours opérateurs prévoient ça. Ensuite, vous montez à un village à 4000 mètres, puis on enchaîne dans un refuge à 4500 mètres, avant de passer le col qui est à 5004. Donc la règle importante de l'acclimatation, en fait, c'est 400 mètres. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait plus de 400 mètres entre 2 nuits consécutives, à partir de 3000 mètres environ. Donc là, si on regarde le profil, 3002, 3005, ça va, ça fait 300 mètres. Et ensuite, 3005, 4000, on enchaîne sur 4005. Vous voyez qu'en 2 jours, ça fait 1000 mètres de dénivelé. Donc là, on est à 500 mètres par jour. On dépasse la règle habituelle. Donc ça veut dire que vous êtes dans une configuration où l'acclimatation va devoir se faire un petit peu trop rapidement. Voilà. Ensuite, donc, vous passez le col, mais vous redescendez à 3800 mètres. Donc là, on redescend, il n'y a plus de problème après pour la fin du trek. Donc, est-ce que vous avez déjà été en altitude, en fait? J'ai déjà été en Bolivie et au Pérou. En quelle année? C'était il y a 6 ans à peu près. Environ 2011, par là, 2012, ouais. Ça. Comment ça s'est passé? Bien, un petit peu mal à la tête de temps en temps, Oui. Des petits maux de tête de façon épisodique. Vous étiez monté jusqu'à quelle altitude au maximum? Je pense que c'était aux alentours de 4000 mètres à la passe. 4000 mètres, d'accord, ok. Est-ce que vous aviez pris des médicaments contre les maux de tête ou pas? Du Doliprane éventuellement. Doliprane, pas de Diamox? Non. D'accord. On pose des questions sur les antécédents parce que c'est important de savoir si quelqu'un a déjà été en altitude, s'il a déjà souffert ou non du mal des montagnes de façon sévère. C'est normal d'avoir un petit peu mal à la tête, tout le monde a mal à la tête quand on va en altitude, mais on cherche vraiment à savoir si les gens ont souffert, ont eu des nausées, des vomissements, ont été très fatigués, ont eu des troubles du sommeil, etc. Ok, donc on va dire que antécédent le mal des montagnes, on va considérer que c'est non.
puisque vous avez été à 4000 mètres, donc c'est quand même significatif. Vous avez dormi au-dessus de 3005, donc on peut considérer que vous n'êtes pas sensible au mal des montagnes. En termes d'activité sportive, d'activité physique, quelles sont vos habitudes? Je pratique régulièrement du tennis, de la course à pied, du vélo. D'accord. Combien de fois par semaine? Je fais 1h30 de tennis par semaine et après j'essaie de faire une sortie vélo, une sortie course à pied dans la semaine également. D'accord. Et ça de façon régulière? Oui. D'accord. Donc on peut considérer que vous êtes un sportif régulier. Alors, contrairement à ce qu'on pourrait croire, le fait d'être très entraîné en endurance n'est pas un facteur qui protège contre le mal des montagnes. Au contraire, hein, même on a montré que les sportifs vraiment très entraînés avaient une tendance à perdre un petit peu plus d'oxygène quand ils font un effort en altitude, et donc ça les met un petit peu plus à risque que les autres. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'entraîner pour aller en Himalaya, hein, mais enfin c'est juste pour dire que ça ne protège pas contre le mal des montagnes. Alors maintenant sur le plan médical, est-ce que vous avez déjà passé un test d'effort? Oui. D'accord. Quand ça? Novembre, c'est ça? Il n'y a pas très longtemps? Non, c'était en 2016. En 2016, qui était normal? Qui était normal. D'accord. Vous n'avez pas de problème d'hypertension? Non. Pas de cholestérol en excès? Non. Ok. Des problèmes respiratoires, des sinusites? Oui, j'ai noté, je fais souvent des sinusites. D'accord. Est-ce que ça vous entraîne des maux de tête importants? Ouais, ça me fait des maux de tête devant, là, surtout. Ok. Alors, dans votre famille, est-ce qu'il y a des gens qui ont eu des problèmes cardiovasculaires relativement jeunes? Non. Est-ce que vous avez des allergies connues? Non. Des migraines, des maux de tête, donc on a vu non. Malaise vagal, vous savez, une perte de connaissance à la suite d'une prise de sang, de test? Non. Des coliques néphrétiques, des cailloux dans les reins. Syndrome de Raynaud, vous savez, c'est des extrémités des doigts qui deviennent un peu bleu, blanc quand il fait froid, humide. Ma mère un petit peu, mais moi non. Vous non, d'accord. Est-ce que vous êtes né à terme? Oui. D'accord. Ça peut paraître bizarre de poser la question, mais en fait, il y a une étude qui montre que les gens qui ont été prématurés, qui ont été sous couveuse avec éventuellement de l'oxygène, ont peut-être plus de difficultés après quand ils montent en altitude. Est-ce que vous fumez? Non. Est-ce que vous dormez bien en général? Oui. Vous ne ronflez pas spécialement? De temps en temps, mais pas habitué. D'accord. Vous ne faites pas d'apnée du sommeil? On ne vous a pas dit que vous aviez une respiration bizarre? Non. On pose la question parce qu'effectivement, quand on monte en altitude, on fait spontanément aussi des apnées du sommeil. Donc on recherche s'il n'y en a pas déjà au niveau de la mer. Donc au niveau des médicaments que vous prenez régulièrement, aucun? Aucun. D'accord. Vous allez faire ce qu'on appelle un test d'effort en hypoxie. Ça consiste à faire un petit test d'effort, mais qui est tranquille, hein, ce n'est pas du tout un effort maximal. On vous fait faire l'équivalent d'une randonnée, hein, donc c'est un effort qui est vraiment modéré. Ça dure un quart d'heure à peu près. Et pendant le test, on vous fait monter à un moment donné en altitude. Vous allez aller sur le Mont Blanc, hein, mais ça dure très peu de temps, donc vous en apercevrez même pas. On enregistre l'électrocardiogramme, donc vous aurez des électrodes collées un petit peu partout. On enregistre la respiration, donc vous aurez un masque pour mesurer votre ventilation, et puis le taux d'oxygène avec un petit capteur qu'on vous fixera sur le lobe de l'oreille. Il n'y a pas de prise de sang, hein, il n'y a rien d'invasif. Alors maintenant, on vous demande si vous êtes d'accord de participer à une étude clinique qui permet de valider en fait le test qu'on fait ici avec les données que vous allez recueillir sur le terrain. C'est-à-dire qu'à la fin, on vous donnera un petit questionnaire très simple hein, à remplir en 1 minute tous les soirs quand vous serez sur place. Vous nous renverrez à votre tour pour qu'on puisse comparer ce qui s'est passé vraiment sur le terrain et puis les résultats du test. Donc je vais juste vous ausculter et vous prendre le pouls 2 minutes avant que vous passiez avec l'infirmière, si vous voulez vous allonger derrière. Donc vous allez rejoindre maintenant l'infirmière qui va vous installer les électrodes, vous allez pouvoir vous changer, vous mettre en tenue. À tout de suite. Donc pendant que le patient est retourné vers l'infirmière qui va l'équiper et l'installer sur le vélo, moi je rentre les données cliniques et les différents renseignements qu'on a obtenus lors de l'interrogatoire. Donc un premier renseignement important, c'est sa date de retour, de telle sorte à ce qu'on puisse recontacter la personne après son retour pour récupérer sa fiche de renseignement. Bon, ensuite les données habituelles sur ses antécédents médicaux, cardiaques, respiratoires, je ne rentre pas dans les détails. Ensuite, les antécédents familiaux,
les antécédents sur une éventuelle prématurité, on a vu tout à l'heure, des allergies, les médicaments qu'il prend, s'il est fumeur, s'il a des apnées. Tout ça, ce sont les données cliniques que nous avons vues tout à l'heure. Ensuite, un élément important, c'est son activité sportive. Donc là, il y a 3 possibilités. Soit c'est vraiment quelqu'un de sédentaire, à ce moment-là, on met non. Soit quelqu'un qui est très entraîné en endurance, 3 fois par semaine ou moins 40 minutes, donc vraiment quelqu'un qui a une activité aérobie intense, on met régulier, R. On met de la même façon ses antécédents d'altitude de nuit et de jour. Et s'il a souffert de mal des montagnes sévères, donc je dis bien sévère, hein, c'est-à-dire un score de Lake-Louise supérieur ou égal à 6, des œdèmes localisés, pulmonaires ou cérébrales. À partir de ça, un point important, c'est la susceptibilité au mal des montagnes, qu'on va pouvoir déterminer uniquement si la personne a été de façon significative en altitude, c'est-à-dire 2 fois au-dessus de 4000 mètres avec des nuits au-dessus de 3005. Si on n'a pas ces éléments-là, on ne peut pas dire si la personne a des antécédents ou pas. Donc à ce moment-là, on mettra I pour indéterminé. Sinon, si la personne a vraiment été en altitude, si elle a souffert du mal des montagnes sévères, on met oui. Si elle n'a pas souffert, on met non. Ensuite, l'objectif, le lieu, la susceptibilité géographique. On a déterminé que certaines zones comme le Ladakh, le Zanskar, la Concagua, voire le Mont Blanc, ont des risques particuliers, en plus d'avoir un dénivelé rapide. Donc à ce moment-là, on met 1 au lieu de 0. Et puis ensuite, eh bien, nous rentrons l'altitude prévue pour le trekking. Donc là, nous avons terminé de rentrer les données cliniques et les données concernant les objectifs du trekking. Maintenant, nous allons procéder au test et nous rentrerons après, dans un deuxième temps, les données physiologiques obtenues au cours du test. Impeccable, juste un essai. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, ça va durer une quinzaine de minutes. D'abord, vous allez commencer à rester au repos, tranquille, pendant 3-4 minutes, pour avoir les paramètres de base. Donc, vous respirez normalement, bien décontracté. Et ensuite, à mon signal, vous commencerez à pédaler. Donc, vous voyez le compteur, là, qui est en face de vous. Donc, il faudra tourner à 65. C'est le nombre de tours de pédale par minute. Moi, je changerai un petit peu le frein sur les pédales. Ça sera plus ou moins dur, mais vous gardez tout le temps la même vitesse. D'accord ? Voilà, donc là, on est parti sur la phase de repos, tranquille. Continue à respirer normalement, encore 2-3 minutes avant de commencer le test pour de vrai. Très bien, alors vous allez commencer à pédaler. Allez-y, c'est parti. Donc vous montez à 65, là, au tour de pédale par minute. Alors on commence par un exercice vraiment tranquille et puis très progressivement, je vais augmenter un petit peu le frein sur les pédales. Voilà, c'est parfait, vous continuez comme ça à ce rythme-là, c'est très bien. Alors Isabelle, est-ce que vous pouvez lui prendre une tension, s'il vous plaît ?
Voilà, donc là, je vais augmenter un petit peu le frein sur le vélo. Vous gardez toujours la même vitesse, c'est parfait. Il n'y en a plus pour très longtemps. Ok Isabelle, vous pouvez reprendre une pression artérielle. L'épreuve va se terminer, vous pouvez arrêter de pédaler tranquillement. Voilà, et on peut vous débrancher, enlever le masque. Oui. Alors, comment c'était, vos sensations? Au début, quand j'ai commencé à pédaler, je sentais que c'était un peu plus dur. Ouais. J'ai l'impression de manquer d'air un peu et au bout de 2 minutes, j'ai l'impression de m'habituer un petit peu. D'accord. Voilà. Au niveau musculaire, pas de fatigue particulière, mais c'était surtout au niveau du souffle. Ouais, j'avais l'impression de manquer un peu d'air à un moment donné. D'accord. Mais vous n'avez pas eu de mal à la tête qui tourne, des choses comme ça? Je dirais, quand j'ai cette sensation de manquer d'air, peut-être la tête qui tourne très légèrement. Mais... D'accord. Très bien. Bien, alors là, donc, nous entrons dans la phase d'analyse des résultats. Donc, sur cet écran sont affichées les courbes principales. En orange, là, c'est la saturation artérielle en oxygène. En rouge, c'est la FiO2, donc la fraction d'oxygène dans l'air inspiré. En mauve, c'est la fréquence cardiaque au cours du test. Et ici, en mauve foncé, c'est la puissance sur le vélo. On a 4 phases sur ce schéma à choisir. La première, c'est la phase de repos en normoxy. Donc à l'aide de ces curseurs, on choisit une phase à peu près stable où je vais enregistrer donc les différents paramètres. La deuxième phase, ça va être la phase de repos en hypoxie. Donc c'est la phase qui est juste avant le démarrage de l'exercice. On enregistre ici une moyenne sur cette phase. La troisième phase, c'est la phase exercice hypoxie. Donc on choisit une zone à peu près stable. Là, on voit à peu près une saturation stable, une fréquence cardiaque stable. Et la quatrième zone, c'est la zone d'exercice normoxie. Donc juste avant de réaugmenter la puissance, on choisit cette zone d'intérêt. Ça va être la quatrième phase, exercice normoxie. Alors dans ce logiciel, pour obtenir la cinquième phase, c'est-à-dire la phase où on réaugmente la puissance pour obtenir la même fréquence cardiaque que dans la phase d'exercice hypoxie, donc on compare exercice hypoxie et exercice normoxie, donc on choisit cette zone-là tout à fait en fin d'exercice quand on a réaugmenté la puissance et donc les watts. Voilà, donc là j'ai sélectionné mes 5 zones et je vais pouvoir les enregistrer pour faire les calculs de réponse cardiaque et ventilatoire à l'hypoxie. Ça s'affiche sur cette page-là avec, vous voyez, les différentes phases, RN, RH, EH, EN, EN2, avec les paramètres principaux, FiO2, la puissance, la saturation, la fréquence cardiaque, la ventilation. On va ensuite rentrer sur l'ordinateur pour calculer le score, qui est l'objectif ultime finalement de la consultation. En fait, sur ce graphique, vous voyez les courbes les plus importantes au cours du test qu'on a enregistré. En orange, là, c'est la saturation en oxygène, c'est le petit capteur que vous aviez à l'oreille. En rouge foncé, ici, c'est le rythme cardiaque, vous voyez, au cours du test. En vert, c'est la respiration. Et cette courbe-là, c'est la puissance sur le vélo. Donc en fait, au début, vous étiez au repos, vous respiriez de l'air normal. Et puis après quelques minutes, je vous ai fait monter progressivement en altitude. Et vous avez ensuite commencé à pédaler. Et quand vous avez commencé l'effort, en fait, vous étiez en altitude. Et on vous a monté très progressivement, en fait, assez vite à 4800 mètres, sommet du Mont Blanc. Et donc vous voyez que quand on vous monte en altitude, le taux d'oxygène dans le sang diminue progressivement. Vous voyez ? À l'exercice, le cœur s'accélère, la respiration s'accélère. Et à un moment donné du test, on vous a redescendu au niveau de la mer.
alors que vous pédaliez toujours à la même vitesse, à la même puissance, et on vous a fait repasser de 4008 à 0 brutalement. Et vous voyez qu'immédiatement, la saturation a réaugmenté, le cœur s'est ralenti et la respiration s'est ralentie. En fait, c'est ce passage-là qu'on teste. Hein. Ce qu'on teste, c'est un réflexe qu'on a. On a des petits capteurs dans les vaisseaux carotides, ici, du cou, qui détectent le manque d'oxygène dans le sang, en fait, quand on va en altitude. Et dès qu'on va en altitude, ces capteurs sont alertés, informent le cerveau, et automatiquement, le cœur s'accélère, la respiration s'accélère pour essayer de compenser le manque d'oxygène. Et inversement, quand on redescend au niveau de la mer, eh bien, ces capteurs sont ralentis, et la respiration et le cœur ralentissent aussi. Donc c'est à partir de ces écarts de courbe-là qu'on calcule des indices qui vont permettre d'évaluer votre tolérance globale à l'altitude. Alors, à partir de ces indices-là, donc, on calcule, vous voyez, ces variables. Les plus importantes, c'est ces trois-là. La désaturation en oxygène, c'est-à-dire la perte d'oxygène quand vous faites un effort en altitude. Ça, c'est important de savoir, c'est que dès que vous faites un effort en altitude, l'organisme n'a pas la possibilité de capter toujours autant d'oxygène. Donc, vous perdez de l'oxygène, ce qui peut déclencher le mal des montagnes. Donc là, vous voyez que vous perdez 27%. Normalement, la limite, c'est 24%. Donc, c'est un petit peu fort. Ensuite, on a la réponse cardiaque à l'hypoxie et la réponse ventilatoire à l'hypoxie. Dans les deux cas, vous voyez, vos valeurs sont en dessous un peu des valeurs seuil normales. Ce qui fait que, globalement, on peut dire que vous n'avez pas une excellente tolérance à l'altitude. Alors, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas monter en altitude, mais que vous avez besoin d'un petit peu plus de temps que la moyenne pour vous acclimater. Hein, parce que tout le monde pourrait faire l'Everest, j'exagère un petit peu, mais ce qu'il faut, c'est une question de temps. Hein, c'est de prendre son temps pour laisser à l'organisme le temps de développer les mécanismes d'acclimatation, la respiration, le cœur, les globules rouges, etc. Alors, à partir de toutes ces données, plus des données cliniques, comme le fait que vous ayez déjà été en altitude et que vous ayez un petit peu eu mal à la tête, mais enfin, bon, pas de façon très importante, le fait que vous soyez entraîné en endurance, que vous soyez jeune, etc., tout ça, ça rentre dans un score qu'on calcule et qui a les valeurs de 7 ou de 9, suivant qu'on considère que vous respectez ou pas la règle des 400 mètres pour l'acclimatation. Alors, on a vu tout à l'heure qu'on était un petit peu au-dessus, hein, on était autour de 500 mètres, donc vous avez un score qui est plutôt près de 9 que de 7. Hein. Alors la limite, c'est 5,5 à peu près. Donc vous voyez que vous faites partie des gens qui ont peut-être un petit peu plus de risques en altitude. Donc moi, ce que je vous conseille, alors le trekking, il est ce qu'il est, hein, on ne peut pas vraiment le changer, c'est un trekking assez classique. Quoiqu'il y a d'autres tour opérateurs qui proposent éventuellement encore un jour de plus d'acclimatation pour rester vraiment dans la règle des 400 mètres. Donc vous pouvez voir éventuellement d'autres tour opérateurs qui proposent éventuellement un jour de plus. Mais moi, ce que je vais vous faire, c'est que je vais vous prescrire du Diamox, parce que c'est un excellent médicament qui, en fait, va vous permettre de réduire de moitié, en gros, ce score, et donc faciliter votre acclimatation à l'altitude. Ce qu'on vous propose aussi, c'est d'avoir cette petite brochure avec vous qui vous explique un petit peu les précautions à prendre au cours d'un séjour en altitude. Alors la première courbe importante à voir, c'est celle-là. C'est celle qui vous montre que la performance physique, en fait, diminue avec l'altitude. Si vous avez 100% de vos capacités physiques au niveau de la mer, vous voyez que quand vous allez passer le Torong Pass à 5400 mètres, en gros, vous aurez perdu 40% de vos capacités physiques. Hein. Ça veut dire qu'il faut marcher 40% moins vite, faire des pauses. L'idéal, c'est généralement de marcher une demi-heure, s'arrêter 5 minutes. Vous voyez. Parce que pendant cette phase de récupération, en fait, le taux d'oxygène remonte, ça vous permet de récupérer et de vous réoxygéner. Mais c'est clair que plus on monte haut, moins on peut marcher vite. Alors après, l'hypoxie, le manque d'oxygène, ça va jouer sur toutes nos cellules, hein, sur tous vos organes, et ça va déclencher un certain nombre de réactions. Donc c'est normal un peu d'avoir le cœur qui s'accélère, d'être un peu essoufflé, d'avoir un peu mal à la tête. Ce qu'il faut, c'est essayer de détecter le moment où les symptômes de mal des montagnes deviennent un petit peu préoccupants. Alors pour ça, on a ce petit tableau qui vous permet de calculer facilement un score avec les symptômes principaux et le score qui va avec. Le symptôme principal, c'est les maux de tête. Hein. On a mal à la tête, bon, ça fait 1 point. On a des nausées, on n'a pas faim, on perd de l'appétit, 1 point. On dort mal, 1 point. On a des sensations vertigineuses, la tête un petit peu comme dans du coton, vous voyez, ça fait 1 point aussi.
Donc vous faites le total, si vous avez les 4, ça fait déjà 4 points. Quand vous avez mal à la tête, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, vous prenez des antalgiques habituels, aspirine ou paracétamol. Si ça ne passe pas avec les antalgiques, vous comptez 2 points au lieu d'1. Des vomissements, pareil, vous comptez 2. L'essoufflement, alors c'est normal d'être essoufflé à l'effort, mais quand vous vous arrêtez, au bout de 5 à 10 minutes, vous devez avoir repris votre souffle. Si vous êtes toujours gêné, essoufflé au repos, ce n'est pas un bon signe, vous comptez 3 points. Une fatigue anormale, par exemple, vous marchez 500 mètres à plat, et puis vous êtes crevé, vous vous sentez mal, pareil, ça fait 3 points. Une baisse de la diurèse, on arrête d'uriner, 3 points. Donc vous faites le total de tout ça. Si vous êtes entre 1 et 3, en gros, vous avez un peu mal à la tête, pas très faim, vous dormez pas bien le premier jour, mais enfin, à part ça, ça va. Vous prenez des antalgiques et puis vous continuez tranquillement. Si c'est un peu plus important, entre 4 et 6, les maux de tête ne passent pas avec les antalgiques, vous êtes fatigué, vous ne mangez pas, vous ne dormez pas. Là, ce qu'il faut, c'est de se reposer, éviter de faire des efforts intenses et pas monter plus haut en altitude. Et puis, si vraiment ça ne va pas du tout, vous vous sentez mal, vous avez des maux de tête qui passent avec rien, vous ne mangez plus, vous ne dormez plus, vous êtes très fatigué, là, il faut redescendre. Parce que sinon, ça risque de s'aggraver dans 2 complications qui s'appellent l'œdème pulmonaire et l'œdème cérébral de haute altitude. Donc, alors évidemment, c'est rare pour des treks comme ceux que vous allez faire, mais enfin, ça existe quand même, il faut le savoir. Donc, l'œdème pulmonaire, c'est quoi? C'est de l'eau qui s'accumule dans les poumons. On est comme noyé, asphyxié, on tousse, on crache, et puis on ne peut plus avancer. Donc là, il faut redescendre le plus vite possible. Et puis, l'œdème cérébral, c'est un peu pareil, c'est de l'eau qui s'accumule dans le cerveau, qui comprime le cerveau, et on a des très violents maux de tête, ou bien des troubles de l'équilibre, on ne marche plus droit, on a des sensations bizarres, des hallucinations, etc. Puis progressivement, on peut tomber dans le coma. Donc là, dans ces 2 cas-là, il faut soit prendre de l'oxygène, soit faire un petit tour dans un caisson de recompression que souvent ont les tours opérateurs avec eux, ou bien redescendre. Et donc pour éviter d'en arriver là, il y a un certain nombre de règles. La plus importante, je vous en ai déjà parlé, c'est la règle des 400 mètres. C'est-à-dire qu'en moyenne, sur 2 nuits consécutives, à partir de 3000 mètres, il ne faut pas qu'il y ait plus de 400 mètres de différence. Donc en gros, si vous devez dormir à 5000 mètres, par exemple, entre 3000 et 5000, ça fait 2000 mètres de différence, divisé par 400, ça fait 5 jours, pour éviter d'être malade. Et alors, dans le cas où les gens ont des difficultés physiologiques à s'adapter à l'altitude, et particulièrement si la règle des 400 mètres ne peut pas être respectée, donc on propose le Diamox, l'acétazolamide, qui est en fait un médicament qui est relativement anodin, qui est un peu diurétique, mais qui surtout va stimuler vos petites cellules réflexes qui détectent le manque d'oxygène et faciliter votre adaptation de la respiration à l'altitude. Le Diamox, ça se prend 2 fois un demi comprimé par jour. Un demi le matin, un demi à midi. On n'en prend pas le soir pour éviter de se lever la nuit pour uriner. Mais ça se prend un peu en préventif parce que ça met du temps pour agir. Donc il faut commencer en fait la veille de l'arrivée vers 3000 mètres. Donc dans le cas de votre trek, en fait ça correspond au village de Pissang, le village juste avant Manang. Et donc vous poursuivez jusqu'au jour où vous passez le col, le Torong Pass. C'est-à-dire en gros ça fait pendant 4 jours. Une fois que vous avez passé le col, vous pouvez arrêter de le prendre. Donc, il n'y a pas d'effet particulier, à part le fait que ça donne envie d'uriner, évidemment. Ça peut donner des petits picotements au bout des doigts, autour des lèvres, mais à cette dose-là, c'est relativement rare. Par contre, comme c'est un peu diurétique, et déjà l'air est sec en altitude, il faut vraiment bien s'hydrater, bien boire pour compenser les pertes hydriques. Donc ce que je vous conseille aussi, c'est vraiment de prendre votre temps, de ne pas faire d'efforts inutiles, de ne pas se dire « tiens, je vais aller grimper sur cette petite butte ici pour prendre une photo en vitesse ». Il faut surtout à partir dans la zone autour de Manang, vers 3005, 4000 mètres, prendre votre temps, marcher une demi-heure, s'arrêter 5 minutes comme je vous disais tout à l'heure, pour permettre vraiment à votre organisme, à votre corps, de mettre en place les mécanismes d'adaptation au manque d'oxygène. On vous demande de partir avec vous avec cette petite feuille. C'est un petit questionnaire en fait à remplir sur place. C'est très simple, tous les soirs à la veillée, vous marquez la date, l'altitude d'où vous venez le matin, ce que vous avez fait dans la journée, montée, descente, l'altitude maximale atteinte dans la journée si vous avez passé un col. Et puis là, MDFVSA, en fait, c'est des codes qui correspondent aux symptômes. M, c'est pour mal de tête, D pour signe digestif, etc. 0 si vous n'avez rien du tout, 3 si c'est au maximum.
Donc vous remplissez ça tous les jours, vous cochez ici et vous me le renvoyez soit par courrier, soit vous scannez la page derrière et vous me l'envoyez par email à cette adresse-là. Voilà, ça nous permet de confronter ce que s'est passé vraiment sur le terrain aux résultats du test et aux recommandations qu'on vous a données avant de partir. Voilà. Je vous remercie pour toutes ces informations. Il n'y a pas de quoi. Et puis, donc, bon voyage. Merci. Profitez-en bien. Au revoir. Au revoir.